Tal, mon ami. Maintenant, tu permets que je t'appelle mon ami. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas médecin et je crois avoir fait une découverte. Je ne veux pas affirmer. Je ne sais pas réellement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, j'ai demandé à Tal de nous aider. Alors, Tal, d'abord, en ce qui concerne ce que j'appelle l'autophagie en mangeant ou jeûner en mangeant, qu'en penses-tu? Alors, je pense que c'est une vision très juste. C'est que la base, quand on veut se guérir, c'est de permettre au corps de faire son travail. Parce que la merveille des merveilles, c'est que notre corps a une puissance d'auto-guérison absolument colossale. Mais le drame de la plupart des gens, c'est que 50 à 60% de leur énergie est consacrée à digérer des aliments. Donc, il reste que 40% d'énergie pour faire le ménage. Si j'ai une femme de ménage, mais qu'elle doit faire le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir et la vaisselle, elle n'a pas le temps de faire le ménage. Et ça, c'est le drame d'énormément de maladies dites de civilisation. C'est que comme le corps est trop mobilisé parce qu'il y a du stress, on ne dort pas assez, bref, et on a trop à digérer, eh bien, il n'a pas le temps de se nettoyer. Et le principe de l'autophagie est très simple. Qu'on arrête de manger, on récupère beaucoup d'énergie. Alors, dans cette vision-là, dès qu'on arrête de manger, le corps a l'énergie de faire le ménage. Il va faire l'autophagie, c'est-à-dire qu'il va digérer tout ce qui est toxique et il va l'éliminer. Dans cette vision, le jeûne, c'est la base, c'est la vision fondamentale. Mais il faut bien insister sur le fait qu'il y a différents moyens de jeûner. Il n'y a pas une sorte de bloc fixe. Il y a des gens qui jeûnent, par exemple, on peut faire du jeûne intermittent, qui est de simplement manger une fois par jour, c'est déjà un progrès par rapport à manger 3 fois par jour, qui est une grave erreur. Dès qu'on saute le petit déjeuner et le repas de midi, qu'on mange qu'une fois en fin d'après-midi, il y a déjà beaucoup de choses qui s'équilibrent. C'est le jeûne intermittent. L'étape d'après, c'est le jeûne complet. Après, il y a plusieurs façons de jeûner. Il y a le jeûne sec, pendant quelques jours, on ne boit rien, on ne mange rien, c'est le plus puissant pour détoxiquer. Il y a le jeûne avec des liquides, qui est plus facile à faire, où on ne mange pas, mais on boit des jus de légumes, des tisanes, mais bien sûr pas de sucre, parce que le sucre, c'est la grande pollution dans notre société. On mange des kilos de sucre en trop, et c'est la cause numéro 1 du diabète et de beaucoup de cancers. Alors, dès qu'on jeûne, eh bien, tout d'un coup, le corps fait son travail de régénération par l'autophagie et d'autres mécanismes d'ailleurs. Et dans ce jeûne, alors on peut jeûner, mais on peut aussi, comme tu l'as très bien mis en évidence, faire une sorte de jeûne, ça ne s'appellera plus vraiment du jeûne, mais ne manger que des aliments crus, notamment des légumes. Et là, l'idéal, c'est de sentir ce que le corps nous dit. C'est de le faire d'une manière où tout d'un coup, on sent, tiens, le chou m'a l'air, et on goûte le chou. C'est le principe de l'instinctothérapie. C'est que quand votre corps a besoin de chou, c'est une expérience extraordinaire, c'est celle que le père de l'instinctothérapie avait faite, il s'appelait Guy-Claude Burgère, et il avait un cancer. Et c'était un joueur de violon, et il part en voyage faire sa tournée de violoniste, et il avait un chou dans sa valise. Et il découvre qu'un jour, le chou a un goût, mais merveilleux. Puis le lendemain, le chou lui semble rien de plus mauvais, parce que le corps parle. Donc quand on va vers un légume ou vers un fruit, l'idée, c'est de... Ah, ça a figé, j'espère que ça va repartir, les amis. C'est reparti, ça a figé quelques secondes. Okay. N'est-ce pas? C'est ce que tous les bébés du monde font. Quand vous approchez de quelque chose d'un bébé, un aliment, il renifle. Si l'odeur a l'air bonne, il ouvre la bouche et il met dans sa bouche. Et dès que c'est dans sa bouche, les molécules de l'aliment interrogent le cerveau, qui est un énorme ordinateur fantastique, qui est 1000 fois plus performant que tous les ordinateurs qu'on a. Et le cerveau donne l'information. Si l'aliment mis en bouche est toxique ou n'est pas bon, le bébé fait pff, il crache. Le drame de beaucoup d'adultes, c'est que leur éducation l'a dit, tu ne craches plus. Maintenant que tu as 4 ans, tu arrêtes de cracher. Tu avales une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Et ça, mine de rien, c'est la cause numéro 1 de l'obésité qui frappe tellement de gens parce qu'ils mangent trop, ou d'autres maladies, parce qu'on n'est plus attentif aux besoins du corps. C'est le côté passionnant du jeûne, c'est que quand on jeûne, on devient beaucoup plus sensible. Et on sent mieux l'aliment qui nous convient. Et à ce moment-là, on fait ces découvertes parce que, par exemple, un chou, un brocoli, une feuille de laitue, ça peut être mais délicieux. Alors qu'intellectuellement, on se dit, ah non, quand même pas. Mais c'est passionnant de découvrir ça. Alors, il y a le jeûne pur, et puis le fait de manger des aliments crus, principalement des légumes. Les fruits, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un peu trop de sucre dans les fruits. Et si on en mange trop, c'est ce qu'ils ont vu à l'Institut Hippocrate, à West Palm Beach, c'est qu'au début, Anne Wigmore, moi je l'ai connu il y a plus de 50 ans, il y avait des fruits, des légumes et des graines germées. Puis après, à l'Institut de West Palm Beach, ils ont vu que les cancéreux, si on enlevait tout ce qui est fruits,
que des légumes et des graines germées, ils guérissaient 3 fois plus vite. Donc, ils ont mis en place une stratégie sans fruits. Le fruit va être réservé à des gens qui ont déjà un bon équilibre parce que il y a des sucres dedans qui sont plus difficiles à manier. Mais avec les légumes, on ne peut pas se tromper. Et quand vous mangez que des légumes, vous restez en autophagie comme quand vous jeûnez. Donc, c'est vraiment très précieux ce que tu as mis en effet dans Guy, c'est que le jeûne pur et dur et le jeûne, on n'appelle plus ça jeûne, mais manger que des légumes, ça va dans la même ligne. La clé, c'est de comprendre que quand on aime notre corps, il a des capacités merveilleuses d'autorégénération. Et ça, c'est la vision intéressante. C'est qu'il y a 2 visions. La vision de Big Pharma avec les vaccins et médicaments, c'est de vous dire votre corps est un ennemi, il vous veut que du mal, il vous rend malade parce que vous n'avez pas de chance, vous allez attraper Dieu sait quelle maladie ou de quelqu'un, n'est-ce pas? Mettez votre masque parce qu'on attrape les maladies. Et tout ça, c'est complètement faux. C'est un énorme mythe. Depuis Pasteur, on nous raconte que c'est les virus et les bactéries qui nous attaquent. Mais c'est faux, ça ne tient pas la route sur le plan scientifique. Nous avons en nous plus de bactéries et de virus que de cellules. Or, la réalité profonde, c'est que quand notre corps est intoxiqué, il fait appel aux virus et aux bactéries pour se guérir. Les virus et les bactéries sont des agents de nettoyage. Il ne faut pas tuer les femmes de ménage. Et dans la société, comme il n'y comprend rien, dès qu'on fait une infection, au lieu de dire mon corps est en train de se dépolluer, je l'accompagne, j'ai une grippe, ok, 3-4 jours, j'ai la diarrhée, j'élimine, et après je serai bien. Au lieu de ça, pouf, on coupe avec des antibiotiques, des antidouleurs, du paracétamol, on coupe la fièvre, ce qui est un crime. Couper la fièvre de quelqu'un, c'est un crime. On sait que la fièvre, c'est un agent de guérison. Il y a par exemple une clinique en Allemagne qui soigne le cancer avec une fièvre provoquée. On vous injecte des toxines et pendant 3 jours, vous avez une fièvre à tout casser et cette fièvre nettoie absolument l'organisme. Donc, il faut jouer toujours avec le corps et pas contre lui. C'est ça le principe fondamental. C'est ce que j'ai fait un peu avec l'hyperthermie, avec mon sauna portable, et puis je restais dedans jusqu'à avoir 38,5. Tout à fait. Le sauna ou d'autres techniques de même genre, c'est génial. Parce que dès qu'on a cette fièvre, le corps, c'est naturel. Ce sont des choses naturelles. Ou on peut aller aussi dans des bains d'eau chaude. Enfin, dans beaucoup de pays, ils ont des sources thermales. Et ça a toujours... Ou chez les Indiens, ils faisaient des huttes de sudation qui s'appelaient l'inipi. L'inipi était à la fois une technique merveilleuse d'épuration du corps, comme le sauna, mais il y avait un côté spirituel. Parce que quand on est dans cette hutte de sudation recouverte et qu'il y a des pierres chaudes dedans, on vit vraiment des choses étonnantes. Parce qu'on se libère des croyances habituelles. Donc c'est pour ça que toutes ces expériences, que ce soit le jeûne, que ce soit le sauna, vont dans le sens de la nature. Et la clé pour moi, c'est toujours d'aller avec la nature, pas contre elle. Après, bien sûr, il y a d'autres choses. On peut faire des purges. Oui, voilà. Il y a un débat là-dessus. Il y a des gens qui sont pour l'huile de ricin, d'autres pour le citrate de magnésium. Ils ont tous raison. Chacun doit apprendre individuellement. Alors, il y a des gens qui sont à l'aise avec les purges, qui adorent ça. Puis, il y a des gens, ce n'est pas trop leur truc. On peut faire autrement. On peut faire des lavements, l'hydrothérapie du côlon. Bref, il n'y a pas un chemin unique. Il y a des principes valables pour tous que chacun doit apprendre à utiliser à sa façon. Alors, ce que je peux dire pour les purges. Oui, le plus simple, la purge, puisque tu la recommandes apparemment. Oui. L'huile de ricin, 4 cuillères, 5 cuillères à soupe. Alors, l'huile de ricin, j'en ai un flacon là. C'est vraiment simple, c'est une huile naturelle qui est tirée du ricin. Et c'est une huile qui a vraiment des propriétés remarquables. Alors, la dose, vraiment, c'est très individuel. Il faut commencer par une toute petite cuillère. Si vous voyez que ça n'a pas trop d'effet, vous augmentez. Mais chacun est différent. Donc, on ne peut pas dire prenez-en 3 cuillères, 5 cuillères. Il faut trouver la dose qui correspond pour vous. Mais ça fait un sacrément bon nettoyage. L'autre élément qui est très précieux comme ça si on veut faire des purges, c'est le chlorhumagène ou le sulfate ou le citrate de magnésium ou le sel d'Epsom, c'est dans la même famille, qui aussi vont faire un nettoyage. Tout ça, c'est des choses qui vont dans la bonne direction. Je veux dire un mot aussi de l'argile. L'argile, c'est un des plus vieux médicaments du monde et ça vaut la peine d'aller voir sur la chaîne de Thierry Casasnovas l'interview qu'il a fait de Jade Allègre. Jade Allègre, c'est une femme médecin de Paris qui a une particularité qu'on l'avait verrée sur Internet, c'est qu'elle a les cheveux rouges. Elle a son style, parce que c'est une rebelle. Elle a une énergie, elle a toujours sorti des sentiers battus. Et elle a créé une association qui s'appelle L'Homme et l'Argile. Et elle est allée dans beaucoup de pays du tiers-monde pour dire aux gens, vous n'avez pas d'argent pour acheter de la chimie, mais vous avez de l'argile. Et elle a permis à des tas de gens de devenir indépendants du système. On leur fait croire que c'est qu'un médicament venu d'Europe ou d'Amérique qui va les guérir. Et l'argile est un médicament naturel extraordinaire.
quand on prend un peu d'argile dans de l'eau, eh bien ça fait toutes sortes de phénomènes de détoxication, de nettoyage. C'est vraiment des choses simples, mais qui fonctionnent. Les animaux savent tous ça. Un animal malade, il va manger un peu de terre ou d'argile parce qu'il sait, il a encore cette connaissance que nous avons perdue. Et c'est dramatique de voir tellement de gens qui dépensent des fortunes pour des médicaments toxiques, alors que les médicaments naturels coûtent pas cher et sont beaucoup plus efficaces. Alors, pour aider ceux qui me suivent et qui sont malades comme moi, comme justement tu parlais de Thierry, Thierry a eu une phrase que je trouve absolument extraordinaire me concernant, c'est qu'il dit « Je suis sur le chemin de la guérison ». Et j'adore parce qu'effectivement, j'ai encore certainement des choses à faire. Bien sûr, j'ai fait régresser mon cancer et peut-être même disparaître, va savoir. Mais par contre, je continue, je n'abandonne pas. Et donc, je voulais te dire, non pas pour moi puisque je le fais, mais s'il y a des erreurs pour les autres que je n'ai pas le droit de conseiller puisque je ne suis pas médecin, alors, je fais OMAD, c'est-à-dire je mange une fois par jour maximum et je ne mange que les légumes. Je ne mange aucune protéine animale, je ne mange ni graisse et je ne mange ni gras, ni graisse ni sucre, bien sûr. Voilà, en ce qui concerne ma nourriture. Une fois par semaine, tous les 15 jours, il me prend une lubie et je ne mange plus rien du tout pendant 3 à 8 jours. Voilà, une fois par semaine, de rien manger pendant 8 jours, ça ne marche pas, ça. Mais tu vois, pour moi, tu es vraiment sur la bonne ligne. C'est vraiment ça, un chemin de guérison. Parce que je crois qu'il faut arrêter. Le mot guéri ne veut pas dire grand-chose. Parce que pour moi, la santé, c'est une dynamique du changement. Alors moi, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, je sais que des malades du sida, ils font un parcours de santé, ils sont en pleine forme, ils disent « ça y est, je suis guéri ». Eh bien non, on n'est pas guéri définitivement. Après, ça va dépendre de comment on vit. Si vous recommencez à prendre du sucre, du lait, du fromage, à vivre n'importe comment, vous retomberez malade. Donc, on ne peut pas se considérer que guéri, c'est comme un diplôme contre le mur, j'ai plus besoin de m'occuper de ça. C'est un chemin. Et c'est un chemin. Alors, on peut avoir des périodes où on est plus strict, et des périodes où on est moins strict. Mais la clé, c'est que tant qu'on a des symptômes, des signes de maladie, ça vaut la peine de jouer le jeu, de se guérir. C'est pas le moment d'aller prendre un steak chez McDonald's. C'est le moment d'avancer sur ce chemin de guérison. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que sur ce chemin de guérison, l'alimentation, donc le jeûne ou l'alimentation végétale crue, c'est vraiment la base. Et on a des exemples merveilleux de l'Institut Hippocrate de West Palm Beach, où depuis 50 ans, ils ont reçu des centaines de milliers de gens du monde entier, et qui véritablement, en 2 à 3 semaines d'alimentation vivante, avec un peu de jeûne aussi, et de jus de blé, etc., et les transformations sont spectaculaires. Je me rappelle par exemple que j'avais un ami de Genève qui me dit « Mon frère est en train de mourir du sida, il est à Tel Aviv en chaise roulante. » Alors je lui ai dit « Écoute, tu devrais dire à tes parents de l'emmener à l'Institut Hippocrate. » Alors, les parents ont poussé la chaise roulante jusqu'à l'avion, jusqu'à l'Institut Hippocrate, et moi je suis arrivé 3 semaines après. Et ce garçon n'était plus dans sa chaise roulante, il était en pleine forme, et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit « Docteur Chalet, pour parler, ça veut dire, je ne voudrais pas que plutôt causer assis, on fasse le tour de la propriété en courant. » Et on était là au petit pas de course. Je me disais, c'est incroyable ce type. Il y a 3 semaines, il était en chaise roulante, et maintenant on papote, mais il était ressuscité. Parce que l'alimentation végétale ou le jeûne, c'est vraiment l'élément numéro 1. Mais ensuite, c'est vrai que ça ne doit pas nous empêcher de faire d'autres choses. Apprendre à libérer nos émotions à travers le corps et nous relier à notre énergie spirituelle, c'est un tout. Nous sommes des êtres physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Donc, le chemin de la guérison, ça doit toujours être de faire des choses nouvelles qui vont dans le sens d'élargir nos connaissances dans tous les domaines de la santé physique, naturopathie, etc., mais aussi après des médecines énergétiques, bref, de tout ce qu'il y a d'autre. La clé, c'est d'être toujours guidé par nous et pas par quelqu'un d'autre. Ça, pour moi, c'est l'élément clé de tous les gens. J'ai mis ça dans mon livre Artisan de leur guérison. C'est qu'il y avait un psychologue américain qui a étudié très en détail ça pendant des années. Quel est le facteur numéro 1 des gens qui, 5 ans après une maladie grave, sont encore vivants? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le traitement qu'ils ont suivi? Est-ce que c'est le milieu social? Il a cherché tous les paramètres. Et la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que l'élément clé de tous ces gens qui vivaient encore 5 ans après une maladie, c'est qu'ils avaient obéi à leur guidance intérieure.
Ils avaient fait ce qui était juste pour eux. Et quand il le fallait, vous avez osé dire non au médecin, sortir de l'hôpital par la fenêtre. Donc, ce n'étaient pas des gens obéissants. Parce que moi, je vois ça de cette façon, c'est que l'obéissance à autrui, ça nous mène droit vers la tombe. Si je fais quelque chose, oui, le docteur m'a dit que je vais faire ça, bon, je vais faire son traitement. Là, vous êtes mal parti, parce que vous ne pilotez plus votre navire. Vous donnez la barre à un médecin. Et ça, c'est vraiment la catastrophe. Après, quel que soit le traitement qu'il va vous donner, vous êtes sur la pente descendante. Vous allez vers la mort, parce que vous avez confié votre vie à quelqu'un d'autre. Alors que l'élément clé, c'est de dire, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est moi qui décide. Et là, vous allez regarder les différentes choses qui existent et vous allez choisir avec votre intuition profonde. Parce que nous avons tous cette capacité de nous relier à notre corps de lumière et à ce moment-là, nous sommes dirigés du dedans et plus par la peur qui fait qu'on va obéir à quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que ce qui tue le plus les gens aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pas le cancer, c'est la peur qui génère. Et aujourd'hui, la peur du Covid, c'est pareil. Dès qu'on est dans la peur, on est comme ça, dans le stress, on bloque nos systèmes immunitaires, on est dans la peur. Et quand on serre cette peur à l'intérieur, quand je serre ma peur dedans, ben, tôt ou tard, une tumeur vient me dire « mais ça va pas comme tu vis. Cette peur, c'est toxique. Il faut la lâcher. » Et lâcher la peur, c'est simple, on expire, on lâche, on laisse sortir la peur. On la garde plus dedans. Et aujourd'hui, je dirais que c'est capital dans cette époque, c'est que les gens sortent de la peur. Parce que tant qu'ils laissent la peur être là, alors ils vont donner leur confiance à quelqu'un d'autre. Et c'est très bien calculé par tous les médias. C'est on augmente votre peur tous les jours en vous racontant des mensonges permanents sur tant de morts là, on vous donne des chiffres qui sont faits pour vous terroriser. Et quand vous êtes là, mon Dieu, quelle horreur, je suis menacé par ce virus affreux ou par quelle maladie, alors Big Pharma vous dit, mais dès que vous aurez le vaccin pour enlever votre masque, ce qui est un mensonge à quoi ce masque ne sert à rien, parce que les virus passent à travers le masque. C'est pas scientifique du tout. C'est de l'arnaque. Mais le but, c'est que les gens restent dans la peur jusqu'à ce que le vaccin cet automne soit prêt. Et là, on leur dira, le vaccin va vous sauver. Et la croyance qu'un vaccin ou qu'un médicament va nous sauver, ça, c'est l'illusion collective la plus dramatique de notre époque. Parce que nous devons sortir de là. Ce qui va nous sauver, c'est pas quelque chose du dehors, c'est nous, par une démarche personnelle. Et dans ce sens-là, Guy, j'admire beaucoup ce que tu fais, parce que tu es un exemple vivant de quelqu'un qui a suivi son intuition et qui a fait ce qui lui correspondait, qui a osé ne plus obéir à qui que ce soit qu'à lui-même. Et c'est en ça, je trouve que... Et ça correspond. Et j'aime bien le mot de samouraï, je crois que c'est Thierry qui l'avait prononcé, Thierry Casasnois. Tu es vraiment un samouraï. Et le propre du samouraï, c'est qu'il suit son chemin. Il obéit à sa force intérieure et il n'obéit pas à quelqu'un d'autre. Imagine-toi que le mot samouraï, c'est mes abonnés, ils m'avaient dit guerrier, tout ce que tu veux. Et il y en a un qui a sorti samouraï et tout le monde l'a repris en cours. Et moi, ça me plaît, ça m'a plu énormément parce que dans Samouraï, il y a amour de son prochain. Samouraï, exactement, tout à fait. Et je vais te dire au sujet de la peur, ce que tu viens de dire, mon état d'esprit a changé quand je me suis dit, le cancer ne me fait plus peur, je ne mourrai pas du cancer. Et c'est là où j'ai effectivement changé, d'abord parce que c'est ce que je dis très souvent, il y a l'alimentation, comme tu le dis, il y a manger, il y a tout ça. Mais en premier, au-dessus de ça, je pense que c'est notre état d'esprit. Mon état d'esprit m'a sauvé. Et après, grâce à mon état d'esprit, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais en premier, c'est mon état d'esprit, je pense. Au sujet de l'argile, pour complémenter ce que tu dis, toutes les nuits, je me réveille. Et toutes les nuits, je me lève, je me fais un verre que j'ai préparé la veille d'argile. Et alors, comme ça, c'est au milieu de la nuit, je suis sûr d'avoir rien mangé, que je vais rien manger dans les 3 ou 4 heures qui suivent, que je n'ai rien mangé 3 ou 4 heures avant. Et toutes les nuits, je bois un verre d'argile verte. Super. Alors, seule chose que je ne faisais pas, excuse-moi, c'est... Maintenant, je vais rajouter la purge parce que là aussi, quelque chose qui m'a heurté et qui me fait penser. Mon dernier scanner, pourquoi est-ce que ils ont cru bon préciser que j'ai des matières fécales dans mon corps? Pourquoi? Ça veut bien dire, je suppose, c'est la première fois, ça veut dire que c'est pas normal
que j'en ai. Je suppose, peut-être que je délire. Non, je ne pense pas. Non, alors, ça veut simplement dire que dans le scanner, ils ont vu ça. À un autre moment, s'il faisait un scanner et que tu avais fait une purge avant, il ne l'aurait pas vu. Mais d'avoir les matières fécales ne veut rien dire. Parce que c'est normal. Donc, on ne peut pas dire il y a des matières fécales dans l'intestin, c'est signe de maladie. Non, ils ont simplement vu ça. Oui, mais alors je ne sais pas pourquoi, tous les scanners que j'ai faits jusqu'à présent, on n'a jamais parlé de mes matières fécales. Et tout à coup, là... Alors, il y a deux possibilités. C'est qu'ou bien, ils n'en ont pas parlé parce qu'ils s'occupaient d'autre chose, ou bien, pour une raison X ou Y, il n'y avait ou pas de matière fécale ou des matières fécales qui ne réagissent pas au scanner. Parce que le scanner ne voit pas tout. Il voit certaines choses et pas... Alors, ici, une matière fécale un peu dure, par exemple, ça peut apparaître au scanner, alors qu'un autre jour, ça n'apparaît pas. Donc, il ne faut pas en tirer des conclusions. D'accord, eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, pour donner un exemple qui va dans ton sens, l'importance de nos croyances est fondamentale. Parce que ce qu'on croit devient vrai. Il y a une histoire comme ça que j'adore, c'est une histoire vraie. C'est un type qui contrôlait les wagons frigorifiques. Puis un jour, il entre dans le wagon pour contrôler. Bang! La porte se claque derrière lui. Il est là dans son wagon frigorifique et il dit « Je suis fichu, je vais mourir ». Et il note dans son carnet « J'ai de plus en plus froid, je peux presque plus bouger, aïe, aïe, aïe ». Enfin bref, et il décrit son agonie. Et quelques temps plus tard, quand quelqu'un a ouvert la porte, on le trouve mort. Et il avait écrit toute son agonie mort de froid sur son carnet. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le wagon n'était pas branché. Voilà la force des croyances. On peut se tuer avec une croyance parce qu'on croit que c'est la réalité. Et c'est pour ça que moi je dis, les diagnostics tuent plus que les maladies. Le fait de dire à quelqu'un, vous avez un cancer, rien que le mot vous tue. Moi j'ai fait ça d'ailleurs avec un certain nombre de patients, quand j'étais généraliste, on me disait cancer du foie, le rapport du médecin. Alors moi je disais aux patients, vous savez, votre foie, il y a des choses qu'il faut qu'on mette d'aplomb. Alors, on va faire un programme pendant 3 mois pour remettre votre foie d'aplomb. On va travailler là-dessus. Et quand la personne, après 3 mois, avait guéri son cancer du foie, là, je lui disais, votre maladie, c'était un cancer du foie. Mais je lui disais quand il était guéri. Parce que si je l'avais dit 3 mois avant, pour beaucoup de gens, le mot cancer les démolit. Parce qu'ils ont tout de suite l'idée négative. Alors que ce qu'il faut donner, c'est l'idée que chaque chose qui nous arrive est une opportunité d'apprendre des choses nouvelles. Et pour beaucoup de gens comme pour toi, le cancer a été une occasion pour toi de faire tout ce chemin vers la guérison, d'apprendre des tas de choses. Enfin, ça a été une expérience merveilleuse. Et moi, mon rôle simple, c'est de dire aux gens, le mot d'ailleurs chinois qui dit crise, le signe chinois, dit aussi opportunité, chance à saisir. Donc tout ce qu'on vit, on peut le prendre comme une horreur, je suis malade, je suis fichu, ou bien on peut dire, puisque j'ai ça, je vais apprendre des choses nouvelles. Et je vais découvrir des choses sensationnelles. Et quelques temps plus tard, c'est ce que tu fais aussi, je pourrais dire, merci maladie, grâce à toi, j'ai appris des choses sensationnelles. Et aujourd'hui, il y a toute une littérature, le nombre de livres. Merci arthrose, merci cancer, merci sida, merci télé. Parce que les gens, grâce à la maladie, ils ont compris ce que c'était que la guérison et la santé. C'est pour ça, soit dit en passant, moi, des conseils que je donne aux gens, c'est je dis, si vous voulez apprendre le ski, imitez des bons skieurs, mais n'allez pas voir des joueurs de football, parce qu'ils ne vous apprendront pas le ski. Donc, si vous voulez guérir d'une maladie, imitez ceux qui se sont guéris. Lisez leurs livres, allez voir leurs vidéos, parce que là, vous avez une dynamique. Mais n'allez pas voir ceux qui vont vous dire « Oh non, il n'y a rien à faire », parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas la guérison. Le drame d'aujourd'hui, c'est que la grande majorité des médecins connaissent bien la maladie. On leur a appris tout ça. Le monde de la maladie, ils connaissent, mais le monde de la guérison, ils ne savent pas ce que c'est. On ne leur a jamais parlé dans leurs études de qu'est-ce que la guérison. Or, la conclusion que j'amènerai, elle est simple. C'est que la guérison ne va jamais venir de quelque chose d'extérieur. Croire qu'un médicament, une chimio, ou ci ou ça, ou même va me guérir, c'est de l'illusion pure. La guérison, c'est toujours le corps qui l'a fait. Et la clé, c'est pour que le corps puisse nous montrer ses extraordinaires capacités de guérison, il faut jouer avec lui et pas contre lui. Parce que tant qu'on l'empoisonne avec toutes sortes de produits chimiques ou de vaccins, il n'arrive pas à faire son travail. Dès qu'on va dans cette ligne de la santé naturelle, alors on rencontre des gens comme toi, Guy, et d'autres qui ont fait ce chemin et qui voient que ça marche. C'est ça notre force. La difficulté simplement, c'est que la pression des médias et de tout ce monde de peur organisé de Big Pharma et de Big Tech est colossale. Aujourd'hui, non seulement il y a Big Pharma, mais il y a Big Tech qui censure toutes les informations qui parlent de santé. Il n'y a plus qu'une chose qui laisse, c'est vaccin.
Si vous dites que les vaccins sont bons, là, ça passe. Mais si vous dites que les vaccins sont toxiques, YouTube vous censure tout de suite. Facebook aussi. Donc, on est dans un monde d'une espèce de guerre entre les forces négatives qui veulent asservir l'humanité et puis des gens qui disent non, cessons cette folie du passé, apprenons à être guidés de l'intérieur et nous allons créer une nouvelle société de gens pacifiques, heureux et en bonne santé. Le message que je voulais faire passer, tu l'as fait passer beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. Je te remercie 1000 fois pour tous mes abonnés, pour tous les gens malades qui me demandent conseil et que je ne peux pas conseiller. Merci à toi. Merci mille fois. Et bravo pour tout ce que tu fais, Guy. Vraiment, tu es porteur d'une lumière magnifique. Et je trouve que cette dynamique que tu as de vouloir aider les autres, ça, c'est puissant. Parce que faire les choses pour soi, c'est bien. Mais quand on a en plus l'idée qu'on va pouvoir aider d'autres gens, ça donne vraiment du sens à notre vie. Parce que nous sommes là pour nous entraider. Et je trouve que c'est une très belle énergie. Je te remercie. C'est moi qui te remercie.